Voilà, si tout va bien, nous sommes en direct. Donc bienvenue à tous pour ceux qui sont avec nous en live et puis ceux qui nous regarderont en replay. Donc on est là pour la 3e édition du rendez-vous Entreprendre avec audace et créativité. Et le thème du jour, c'est l'amour. Et plus précisément, comment du coup révéler l'amour de soi. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Aurore Soumille. Bienvenue à toi et merci d'avoir répondu présente du coup pour ce rendez-vous. Merci à toi pour l'invitation, hein. C'est avec plaisir, tu vois, que je suis là. C'est plaisir partagé. Du coup, est-ce que tu peux déjà nous dire 3 mots sur toi, quelle est ton activité, d'où tu viens, voilà, en, en quelques mots. Du coup, comme je l'ai marqué, normalement ça apparaît, donc je suis photothérapeute. Voilà, alors c'est une activité qui est encore pas suffisamment connue en France, voilà, mais qui commence un petit peu à se développer et qui est née quand même, pour la petite histoire. Non, je te ferai pas un historique de 2 heures, Céline, Canada, il y a de ça quand même une cinquantaine d'années. Voilà, dans les années 70, mais comme on a toujours un train de retard en France, surtout en termes de thérapie en fait nouvelle, du coup ça commence simplement à se développer maintenant en France. Et donc en quoi ça consiste en fait la photothérapie? C'est de travailler son image, l'image de soi pour un peu s'en foutre en fait et on va dire la mettre suffisamment à distance pour pouvoir se sentir libre d'être qui l'on est vraiment en fait. Donc j'utilise mon appareil photo et, euh, et à travers un accompagnement, on va dire, précis, eh bien, je vais créer des images avec mon modèle, voilà, pour lui montrer des choses, lui offrir un nouveau regard, on va dire, sur elle, et lui faire découvrir, voilà, ses potentialités, ses ressources, qu'elle prenne conscience de son énergie, voilà, dimension énergétique est vraiment très importante. Et pour le coup, avec toi, ça a été un festival. C'est mon approche, donc tu sais de quoi je parle. Et, euh, et travailler aussi en amont sur ses enfin, sur aussi tout ce qui est mécanisme de défense, schéma répétitif et les masques que l'on porte aussi parfois, même souvent, pour on va dire se faire accepter, se faire aimer, se faire reconnaître, voilà, en société. Et voilà, l'objectif c'est de pouvoir les identifier pour s'en débarrasser. Alors, je suis bien contente de pouvoir mettre en lumière cette activité du coup qui demande que ça. Et en fait, c'est vrai que vous connaissez en fait déjà le travail de Aurore Soumille à travers mes photos. Du coup, j'ai une super photo de profil qui a été réalisée par Aurore Soumille. Donc, c'est important aussi pour moi. J'aime bien découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles approches. Et c'est pour ça aussi que je t'ai contactée. Et j'étais conquise, alors voilà, j'en parle. Eh oui, mais Alors, du coup, j'ai une petite question que j'aime bien poser à chaque fois au début. C'est donc en fait, c'est vrai qu'on parle souvent de notre activité, on parle professionnelle, et j'aimerais bien aussi qu'on parle de la petite Aurore. Qui était la petite fille? Qui étais-tu en fait quand tu étais enfant? De quoi rêvais-tu? alors je dirais que il y a eu 2 petites filles, tu vois? Justement, je te parlais des masques et des mécanismes de défense et voilà, en général, les masques, on les crée quand on est enfant, en fait, parce qu'il y a des événements, parce qu'il y a une éducation, parce qu'il y a des vécus qui font qu'on va se créer une sorte de, je dirais, de personnage, on va dire, de protection, hein, c'est une barrière, hein, il faut bien se mettre en sécurité. Et je crois que la petite fille, alors je dirais la petite fille libre, la petite Aurore libre, elle a été à, je dirais, où là, j'étais une petite fille, apparemment, d'après ma mère, hein, parce que c'est ma mère qui me raconte, parce que C'est souvent ça, hein, c'est la maman qui raconte.
J'étais une petite fille qui était très curieuse et qui disait aux gens menez, menez, c'est-à-dire emmenez-moi, emmenez-moi, en fait. Donc, ce qui quand même s'avérait un peu dangereux quand même pour ma mère. En fait, moi, ce que je voulais, et partir déjà voyager en fait et balader avec les gens. J'étais très ouverte sur le monde, voilà, très curieuse. J'allais parler aux gens. Je chantais des chansons dans les hôpitaux. Apparemment, quand j'allais voir quelqu'un de malade de ma famille, apparemment, j'allais faire la quête et je chantais des chansons dans les chambres. D'accord. Donc vraiment une petite fille plutôt très joyeuse et qui avait envie de faire du bien, qui allait vers les autres et ce genre de choses. Et puis patatras, arrive, je sais pas, vers 5-6 ans, c'est même moi qui ai demandé à aller à l'école maternelle parce que ma mère voulait pas me mettre à l'école avant l'âge obligatoire, l'âge de 6 ans en fait. Mais à Donc l'époque, c'était 6 ans. et je voulais vraiment être avec les autres. Et je sais pas, à partir de 6 ans, alors là je suis devenue la petite Aurore mais ultra timide, qui osait pas bouger, qui osait pas parler, qui devenait toute rouge, qui avait trop peur d'avoir une mauvaise note à l'école, d'être bête, voilà. Voilà. Et d'un coup, je suis devenue cette enfant-là, cette adolescente-là, cette jeune femme-là, jusqu'à qu'à un moment donné, je décide de retrouver. La première version sans barrière, sans filtre. Voilà. Et c'est ça le but aussi, c'est de pouvoir se reconnecter à cette première partie, en fait, hein, celle qui est là à la base, sans le conditionnement, les différents conditionnements qu'on peut avoir. Donc voilà, mais je trouve que ça donne déjà des indications du coup sur toi, sur ton parcours aussi par la suite. Oui, complètement. Du coup, tu as eu un parcours avant la photographie. Est-ce que tu peux voilà, nous parler de la reconversion que tu as pu avoir, de ton parcours? Alors, oula, on va la faire en synthétique. Mais on a toujours 10 vies On en arrive une. au métier que l'on fait en fait. Surtout les métiers de l'accompagnement et du bien-être, il y a souvent quand même un parcours et un processus personnel, souvent en amont pour arriver du coup à l'accompagnement et voilà. Et alors en fait, moi à la base, j'ai un cursus universitaire assez classique en droit, puis droit pénal en fait. Et après, je me suis spécialisée parce que le droit ne me suffisait pas, donc il fallait que j'ai une approche pluridisciplinaire dans les choses, ce qui est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui dans ma du coup, j'ai fait des études de criminologie. Donc voilà, la criminologie, c'est vraiment l'étude de la criminalité dans son ensemble, en fait. Donc l'étude des statistiques, des choses comme ça, de ce qui se produit, des causes, de la délinquance ou de la criminalité, et ensuite des politiques de prévention ou de sécurité, en fait, pour éviter la récidive. Voilà, et donc voilà, ça c'était mon domaine de prédilection, et j'étais spécialisée en politique criminelle, c'est-à-dire travailler sur, on va dire, éviter la récidive, éviter que la criminalité ne revienne ou n'arrive, ou ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai pu aller en prison ou des choses comme ça, discuter avec des détenus et des choses comme ça qui ont pour le coup, qui m'ont vachement marqué entre guillemets et qui m'ont apporté du coup une vision de l'humain vachement profonde et ouverte en fait et qui me sert encore aujourd'hui dans ma pratique de photothérapeute. Et c'est vrai que comme je le dis, je suis passée de l'ombre à la lumière, on va dire, parce que j'ai vraiment, je l'ai touché du bout du doigt, même plus que du bout du doigt, la profondeur, euh, les profondeurs abyssales de l'être humain et de ses côtés sombres. Mm. Voilà. Euh, j'ai exploré les miens, du coup, en même temps, ben, j'explorais mes parties sombres à moi, hein, voilà. Et du coup, j'ai commencé à faire la transition entre la photothérapie et la criminologie quand j'étais dans l'associatif, puisque je prenais en charge les femmes victimes de violences conjugales, en fait, enfin du moins sur le volet social et juridique, et j'ai créé un projet photo qui s'appelait Photo sans phare, en fait. Et ce que je voulais en fait démontrer aux femmes que je photographiais, c'était que la beauté, c'était pas des codes de beauté, c'était pas des normes, c'était vraiment ce qui vibrait à l'intérieur de la personne, on va dire, qui elle était. Mm. Projet de vie, voilà, au-delà du corps ou ce genre de choses, et voilà, qu'est-ce qui vibre en fait chez quelqu'un.
Et du coup, voilà, et j'ai fait ce projet qui a eu énormément de succès. J'ai pris en photo 95 femmes pendant 2 ans et demi. Et du coup, voilà, suite à ça, certaines sont revenues me voir en individuel pour travailler avec moi parce que du coup, le rapport à l'image, la confrontation à leur image avait vraiment créé des déclics et de se rendre compte qu'elles se voyaient peut-être pas forcément comme elles étaient réellement. Et bah oui, parce que je l'ai appris plus tard en travaillant et en approfondissant, c'est qu'on ne se voit jamais réellement en fait. Et voit avec des strates et des couches de croyances et d'injonctions et de préjugés, mais on ne se voit pas vraiment réellement tel que l'on est en fait. Et du coup, bah voilà, du coup après, bah, j'ai transité entre mon ancien métier et je me suis formée à des outils thérapeutiques. Voilà, en même temps, je travaillais sur ma propre connaissance de moi-même aussi hein, dans ce chemin pour pouvoir bah, mieux encadrer ma pratique. Voilà, je pensais que j'étais la seule en France à faire ça. Alors ma méthode, oui, je suis vraiment toujours la seule en France à faire comme je fais, mais bon, ça c'est ça, c'est autre chose. Mais par contre, voilà, j'ai appris à cadrer, à structurer, à savoir avec qui je voulais travailler, telle personne avec qui je ne voulais pas travailler ou alors avec un suivi psy à côté. Enfin, voilà, j'ai vraiment cadré. Poser le cadre. J'ai posé le cadre. Ça prend toujours énormément de temps, on va dire. C'est peut-être même la base, en fait. Le cadre, c'est quelque chose qui est assez utile, mais qui est essentiel, je dirais, à toute pratique. Et voilà, et donc du coup, j'ai construit ma pratique jusqu'à, je dirais, 2016, où là, après, j'ai lâché vraiment toute mon ancienne vie et où j'ai décidé de me consacrer bah, à la photothérapie, en fait, pure et dure. Voilà, et du coup, c'est vrai que tu parlais bah, des détenus, et c'est que toi, tu arrives à aller voir vraiment au-delà des apparences, au-delà de l'image Oui, de... oui, je vais peut-être raconter une anecdote. Enfin, je vais raconter du coup une anecdote qui pour moi a été, je dirais, fondatrice dans ma manière d'accueillir mes clients aujourd'hui, on va dire dans ma pratique. Et ça, c'est un détenu qui m'a offert ça. Alors, il sait même pas, hein. Ça se trouve, il est toujours en prison. Il m'a offert ça, on va dire. Il m'a fait ce cadeau-là. Et moi, apparemment, j'en ai fait un le jour où on s'est rencontrés, on va dire, parce que moi, j'allais en prison pour faire du conseil juridique, mais au niveau droit de la famille. Pas droit pénal, parce que là, il y a des conseils d'insertion et de probation qui travaillent en prison. Donc, j'allais au centre pénitentiaire du Pontet, où on a aussi bien des détenus qui sont condamnés jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, en fait, pour des délits et délits graves, et les personnes qui sont en détention provisoire avant d'être jugées, en fait. Et pour le coup, là, il y a un monsieur qui vient me voir, monsieur tout le monde, hein. Je te dis bien, c'est monsieur tout le monde. Voilà. Sauf que moi, je n'avais pas les dossiers des gens, donc je ne savais pas du tout pourquoi ils étaient condamnés. D'accord. Oui. Et pour des questions juridiques familiales, je n'étais pas là pour travailler sur leur dossier pénal, donc à partir de là, je n'avais aucune information, sauf bien sûr, ils me racontaient tous leur vie, donc du coup, au bout d'un moment, je Au bout d'un moment, tu savais. savais pourquoi, et c'est là que j'ai compris que j'avais même sur des gars comme ça, ou certains quand même qui étaient des durs, je savais que, je sais pas, il y avait un truc qui s'affaissait et ils me racontaient tous leur vie, donc je sais pas, déjà je voyais qu'il y avait quand même un espace, que je créais vraiment un espace d'accueil sans m'en rendre compte en fait de l'autre, quoi. Et ce monsieur commence à me raconter bah, qu'il est en détention provisoire parce qu'en fait, il a tenté d'assassiner son enfant. Alors là, je fais OK. Et là, il commence à me raconter sa vie et comment, d'une vie tout à fait normale, je répète, de personnes qui travaillent, qui est insérée, qui a jamais eu de problème dans sa vie, de délinquance, de machin, qui vient pas d'un milieu défavorisé ou tout ce qu'on peut penser ou entendre. Il me raconte comment, jusqu'où il est arrivé pour pouvoir, à un moment donné, tenter de se suicider avec son enfant, en fait. C'était ça l'histoire. Mais il se suicidait avec son enfant parce que c'était le moyen qu'il avait trouvé pour faire le plus de mal possible à sa femme, qui, en fait, le quittait et prenait tout avec elle, en fait. Alors qu'il avait toute sa vie, en fait, il lui avait donné toute sa vie. Alors, je ne justifie pas du tout son acte. J'explique juste comment lui m'a raconté l'histoire, en fait. Hein, parce que cela n'est pas excusable. on est bien d'accord. Ça, mais c'est de comprendre, par contre, voilà, qu'est-ce qui se passe aussi dans l'humain. Voilà. Et moi, je l'ai écouté, et je lui dis, de toute façon, la question du pardon, bah, ça concernera l'enfant et la maman, ça ne me concerne pas, voilà. Et voilà, et je dis, de toute façon, je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas vous juger. Et je sais très bien que vous vous excuserez jamais de ce que vous avez fait, et il le savait.
C'était juste un moment où il a pété les plombs. En fait, le gars il est vraiment sorti de lui, il a pété les plombs, il a trouvé une solution certes complètement minable, on est d'accord, mais et je l'ai écouté et je pouvais pas faire autrement que je pouvais pas le juger en fait. C'était pas possible parce que j'avais compris. J'avais compris. Je me suis mis à sa place en me disant mais si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? En fait, j'en sais rien. Personne ne sait en fait, de comment il ferait à la place de l'autre et de la vie de l'autre et ce genre de choses. Et du coup, bah, ce monsieur, bon, j'ai pu rien lui donner comme info au niveau famille parce que là, pour le coup, je lui dis, ça m'étonnerait que vous ayez un droit de visite de votre enfant vu ce qui s'est passé. Hein. Alors certainement que l'enfant s'en souviendrait plus trop parce que bon, il avait 3 ans et que voilà, il était en très bonne santé et tout allait bien et voilà. Et voilà. Et ce monsieur en fait m'a remercié en me disant mais merci, vous êtes la première personne à m'avoir écouté et ne pas m'avoir jugé. Et il est reparti quoi en fait. Et ça a été un moment extrêmement fort, on va dire, dans ma vie de juriste dans l'associatif, en fait, parce que je m'en souviens toujours, en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué et c'est un peu compassionnel, un peu même religieux, comme on peut l'avoir des gens qui vont parler à des prêtres ou à des sœurs et qui vont se confier sur des choses qu'ils pensent être hyper sombres d'eux-mêmes et ce genre de choses. Et voilà, et j'ai vu que j'avais cette capacité-là, en fait, à entendre sans être choqué ou juger la personne en fait. Voilà, donc ça a été C'est une part de toi que tu as pu du coup découvrir dans un et voilà, dans un environnement oui, particulier, on va dire, mais c'est voilà, c'est des rencontres parfois, des moments de vie qui font qu'on va aller découvrir des parts de soi en fait qu'on sait hein, depuis toujours, depuis petite, on connaît en fait nos parts, le côté écoute, tu le savais certainement, mais parfois on a besoin de se l'entendre dire également. Et parce que c'est des choses qui nous paraissent simples ouais, et communes. Et ça, on avait pu en discuter aussi en séance. Et c'est ça qui fait aussi notre singularité. complètement. Mais c'est vrai qu'on a besoin du regard de l'autre pour le coup, pour Pour le coup. voilà, parce qu'on peut pas faire sans le regard de l'autre, qu'on le veuille ou non. On peut le mettre à distance, mais on peut pas faire sans le regard de l'autre. Et on est des humains qui vivons en lien, donc du coup, voilà, on a besoin du. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être confirmé parfois et ce genre de choses. Et c'est vrai que voilà, ça a été une révélation entre guillemets pour moi, voilà, assez forte et Et waouh. une confirmation pour la suite, du coup. Du coup, donc voilà, on a su un petit peu ton parcours. Donc là, ça y est, tu étais dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu t'es lancée à ce moment-là, du coup, avec la photothérapie. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quelles ont été un peu tes difficultés, du coup, en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que tu as rencontré comme obstacle? Bah, plein que qu'on n'est pas forcément guidé, on va dire, à l'entrée. Il y a une facilité aujourd'hui à devenir entrepreneur, entre guillemets. Voilà, avec le statut de la micro-entreprise, bon, ben voilà, c'est assez simple. Très rapidement, on peut avoir un numéro de SIRET, on peut faire nos premières factures et trouver nos premiers clients et ce genre de choses. Mais on nous apprend pas à être entrepreneur, en fait. Au début, on a des infos pour monter une entreprise d'un point de vue administratif voilà, et juridique, mais par contre, on ne nous apprend pas à être entrepreneur. Et pour le coup, j'avais en plus une pratique qui était très peu connue. Donc, il a fallu que je fasse d'abord tout un travail de pédagogie avant qu'il y ait une forme de légitimité, on va dire, dans ma pratique. Donc, souvent, du coup, c'est mes clients qui en parlent le mieux et je les en remercie parce que parce que c'est eux en fait qui m'ont fait venir du monde. Hein. C'était mes meilleurs commerciaux, je dirais, parce que sinon on parlait photothérapie. Alors aujourd'hui, maintenant, heureusement, ça va beaucoup mieux. À l'époque, c'était très compliqué en fait.
Donc je passais par le biais de la photographie classique, entre guillemets, pour quand même parler de ma méthode et ce genre de choses, mais c'était très compliqué. Faire tout ce qui est prospection, communication, tout ce genre de choses, voilà, je bidouillais, j'apprenais, je faisais comme je pouvais, mais j'y connaissais rien. Me vendre, c'était horrible. Je détestais ça, comme beaucoup d'ailleurs de micro-entrepreneurs dans le milieu du bien-être, il faut être honnête, hein, voilà. Toutes les questions liées à l'argent, à comment fixer ses tarifs, être rentable, c'était des questions qui me passaient, je dirais même au-dessus. En fait, sauf qu'à un moment, c'est soit je vide de ce que je fais, soit je ferme. Parce que Voilà. il y a une réalité concrète qui fait qu'on a besoin d'argent pour pouvoir vivre. Donc voilà. Donc à partir de là, là où j'ai vraiment pris, on va dire, de l'envergure et que ma posture s'est vraiment améliorée, c'est que j'ai intégré un réseau professionnel, hein, concrètement, D'accord. qui a été ultra formateur pour moi. De toute façon, en France, on ne peut pas faire sans le réseau. Mmh. Le réseau, hein, chacun doit trouver le réseau qui lui convient le mieux, en fait, hein, mais on ne peut pas faire sans le réseau quand on se lance. C'est une réalité, en fait. Et du coup, c'est là où j'ai appris à être voilà, une entrepreneur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une spécificité, c'est que je n'accompagne plus quasiment que Tes entrepreneurs, du coup. entrepreneurs. Souvent des solopreneurs, d'ailleurs, qui se sont lancés, qui se lancent et qui ont besoin d'être visibles, de se montrer, que c'est pas facile de le faire. Mais c'est aussi parce que tu es passé par là, le fait de découvrir que c'est pas évident de se vendre, comme tu as pu dire. Et même, on ne se vend pas soi d'ailleurs, on vend son activité, mais on est, en tant qu'entrepreneur, on a tendance, voilà, à tellement vouloir réussir que, voilà, on se vend. Et je trouve que c'est fort, en fait, même ce terme-là. Alors, on a Elodie qui nous a dit: «Ça fait du bien d'entendre les difficultés des autres, on se sent moins seul», hein. Et qui dit: «Le réseau, c'est essentiel». Oui, Donc Élodie, toi, oui, Elodie, tu la connais aussi, Élodie, bah oui, bisous ma petite Élodie. Bah oui, on parle souvent d'ailleurs. On en parle souvent tous les deux, effectivement, des difficultés. Voilà, des difficultés, c'est des. Voilà, on est expert dans un domaine, mais on n'est pas expert dans les autres domaines. Et c'est vrai que être chef d'entreprise, c'est là où on se rend compte quand on était salarié et que d'un coup on migre vers l'entrepreneuriat. Là, on voit les responsabilités déjà de notre patron qu'on peut-être on critiquait avant déjà. Hein, mais voilà, donc ça permet déjà de bien comprendre. C'est que mmh. on fait tous les métiers. Ouais, c'est ça, on est comptable un jour, Communicant, copywriter, le lendemain. non mais communicant, réseautant, enfin voilà, on Mmh, fait finalement notre part de métier, de notre expertise, des fois dans une semaine, c'est pas du tout la majorité du temps. mmh. En tout cas, moi, ce qui me concerne, le temps lié à la communication est un temps qui est très 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 important. Ou aller faire un after, ou enfin, voilà, voilà, ça c'est énormément de temps. Et ça, quand on commence, on ne le sait pas. En général, on ne le sait pas. Et puis après, on se sent tout seul aussi parce que souvent, on est seul, donc on travaille chez soi en général ou un cabinet, mais on est tout seul. Et du coup, pareil, il y a plus ce côté, je peux parler quand ça va pas, Mmh. échanger, pas saouler non plus forcément nos conjoints ou nos conjointes toute la soirée avec nos problèmes en fonction, on n'a pas forcément non plus l'écoute ou l'oreille pour ça, donc ça, et puis c'est des montagnes russes aussi à l'entrepreneuriat. Il y a des moments où il y a des moments où on n'a plus de clients, on comprend pas pourquoi. Le creux, le fameux creux de la vague, la traversée du désert. Mmh. Tout ça, le pire. Et c'est vrai que c'est là où c'est important d'être, donc c'est ce que j'ai compris, c'est ce qui a été aidant pour toi, c'est le réseau. Donc ça peut être, voilà, un réseau d'entrepreneurs, ça peut être, une communauté, enfin il y a vraiment c'est à nous de trouver en fait, hein, ce qui nous convient le mieux. Toi, ça t'a permis aussi du coup de découvrir ta cible, avec qui tu voulais travailler. Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, j'adore travailler avec des entrepreneurs.
parce que c'est déjà des gens qui passent à l'action, déjà. Oui. Mm. Il y a très actifs, même si des fois on est entrepreneur mais qu'on ne sait pas trop pourquoi on l'est, mais il y a quand même eu une volonté à un moment donné de créer quelque chose seul. Donc déjà, moi je dis, il y a quand même une prise de risque déjà qui est là en fait. Et du coup, le travail avec l'image va être beaucoup plus fluide aussi, parce que la personne va prendre le risque aussi de se confronter à elle-même. Parce que sinon, si elle n'y arrive pas, elle ne va pas pouvoir se montrer, elle ne va pas pouvoir se rendre visible, elle ne va pas se trouver légitime en prenant la parole, par exemple, lors d'un live, par exemple, parce que ça, c'est position, c'est une mise à nu finalement aux personnes qui vont regarder. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas compris tout ça, si on n'a pas pris conscience de tout ça. Et du coup, après, c'est la mort assurée au niveau entrepreneurial. Il faut être honnête. Il y a quand même, les chiffres sont là pour dire quand même beaucoup de gens qui ferment au bout de Oui. 3 ans. Donc voilà, ceux qui tiennent, c'est qu'ils ont envie, quoi. Mais en même temps, c'est une expérience de vie, même si au bout d'un moment, il y a une fermeture, un arrêt, c'est aussi un chemin, c'est aussi beaucoup d'apprentissage. Pour moi, en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est aussi le meilleur outil de développement personnel qui existe. Et t'as pas le choix. On n'a pas le choix. Sur toi. Moi, avant là de faire que de la photothérapie, je me suis associée, je fais 2 tentatives d'association et j'ai monté 2 entreprises qui ont raté. Donc non, ne pas s'associer avec un ami, ça non, je vous conseille pas. Non, j'en reviens, non, je conseille pas. Mais voilà, j'ai testé aussi avant de voilà, de vraiment comprendre tous les rouages et encore aujourd'hui, j'apprends. Parce qu'on apprend tout le temps, en fait. En plus, on est dans un monde assez fluctuant, incertain, qui bouge quand même plus vite qu'avant. Il faut être adaptable, réactif, créatif. Audacieux. Et voilà. Et ça, on n'est pas préparé quand on commence. Voilà, on apprend, en fait. Ça, c'est sûr que... Donc, on découvre pas mal de parts de soi avec l'entrepreneuriat. Et oui, énormément même. C'est là où on se découvre. Alors, j'ai 2 questions qui arrivent en même temps. Alors, j'en choisis une. Alors, déjà, je vais te poser la question pour en finir, on va dire, avec toi et ton entreprise. C'est qu'est-ce que du coup l'entrepreneuriat t'a apporté à toi, à ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a eu des changements en fait en toi, autour de toi, dans ta vie, avec l'entrepreneuriat? Ça m'a appris à être moi, à prendre ma place, en fait. Parce que à un moment donné, ça oblige à acquérir une posture où on a confiance en nous, où on imite, en tout cas, la confiance en soi, parfois parce qu'il faut y aller. Donc, dans tous les cas, c'est à faire des choses des fois qu'on n'a pas envie, mais on n'a pas le choix de le faire. C'est se challenger en permanence, en fait. Voilà. Chose que je ne faisais pas forcément avant. Et donc, du coup, oui, ça m'a appris à faire entendre ma voix, à m'exprimer, à exprimer qui je suis, mon projet, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je veux apporter au monde. Voilà, vraiment à prendre une place, en fait, et à m'asseoir dans cette place, en fait. Pas m'excuser d'être là, en fait. Voilà. Donc, oui, ça m'a appris l'aplomb, quoi. Et voilà, quand on croit à ses projets, il faut avoir un minimum d'aplomb et y aller. Donc l'ancienne timide que j'étais, en fait, grande timide que j'étais, là, elle a été obligée voilà, de sortir de sa zone de sécurité et d'aller explorer. Et au final, se rendre compte que c'est souvent là où il y a notre plus grande peur qui est là est notre plus grande force. C'est ça. C'est-à-dire, je suis une ancienne grande timide, mais j'adore communiquer. Et j'adore partager. Et j'adore ce qu'on est en train de faire là maintenant, tout de suite, en fait. Et a priori, ceux qui me suivent aiment aussi m'entendre parler et m'exprimer, alors que justement l'expression de soi, pour moi, c'était un drame quelques Je années. connais également ça. Et c'était encore difficile, et c'est ça aussi, c'est de continuer, faire le premier pas et continuer, persévérer jusqu'à ce que ça soit
un peu plus simple, même si ça l'est jamais vraiment, réellement. Mais disons qu'après, Donc, finalement, il y a de nouvelles choses qui se créent et qui sont moins difficiles oui, qu'avant. Au fur et à mesure, on reprend de nouvelles habitudes, hein, on crée de nouveaux schémas neuronaux, hein, dans de nouvelles connexions neuronales et dans notre cerveau, et puis notre manière de faire. Et puis, c'est en faisant de toute façon qu'on apprend. Hein. Il y a pas, là, mmh, pareil, et l'entrepreneuriat nous l'apprend bien que c'est en faisant qu'on c'est apprend. ça. Donc on peut dire que c'est une clé pour pouvoir révéler l'amour de soi. C'est, de passer à l'action, de sortir de sa zone de sécurité, de connu, de confort. On choisit le mot qui va avec. Mais parce qu'on se découvre en sortant de cette zone-là. On découvre pas mal de facettes de soi et à chaque fois, c'est des petites victoires qui font qu'on apprend à s'aimer. Complètement, complètement. De toute façon, on peut pas. Sinon, on reste dans cette idée qu'on ne vaut rien, qu'on ne sait pas faire certaines choses, qu'on n'est pas compétent. On reste avec les préjugés ou les croyances qu'on a pu entendre enfant Mmh, ou des échecs qu'on a pu avoir dans le passé. Mais un échec d'avant ne nous définit pas sur ce qu'on est aujourd'hui capable de faire, en fait. Hein. C'est juste que mmh, il faut rater pour apprendre. mmh. Alors ça, c'est des fois très compliqué à admettre, mais c'est une réalité. On ne réussit pas tout du premier coup. Ça serait génial, mais ça marche pas comme ça. Donc on est obligé d'apprendre en ratant, en retestant, en essayant et en recommençant. Et c'est comme ça qu'effectivement la confiance et l'estime de soi s'acquièrent, quoi. Donc, euh, donc oui, ça, une des clés, c'est vraiment de faire, hein, de passer à l'action et de tester de nouvelles choses. Il y en a certaines qui rateront aussi. Moi, j'ai une créativité débordante, donc voilà, j'ai fait des choses qui ont été des flops extraordinaires. C'est pas grave. Voilà, il faut tester. Voilà. C'est ça, faut tester. On apprend, voilà, à se connaître, à savoir, au final, ça, c'était peut-être pas vraiment ce que je voulais. Et c'est le problème, oui, de la créativité, hein, parce que c'est bien, mais parfois, quand on a 1000 idées à la minute, déjà, c'est de rester focus, de pas se disperser. Et, euh, et c'est aussi d'accepter qu'il y ait des idées qui soient moins sympas ou qui. On vient pour nous, mais pas pour les autres, en fait. Oui, voilà. Voilà, et Et il y puis a un après, temps aussi pour chaque chose. C'est que parfois aussi, on va avoir une idée, on va la faire à tel moment, un peu trop avant-gardiste aussi, peut-être. Et 1 an après, au final, ça fonctionne. Donc, il faut aussi retenter parfois certaines choses. exactement, voilà, et persévérer dans certaines autres aussi, parce que juste elles sont bonnes, mais on n'a peut-être pas trouvé le bon public, la bonne cible, les bons Mm. mots peut-être pour aussi partager ça, ou effectivement, peut-être qu'on est trop en avance parfois, et que voilà, donc il y a plein de possibilités en fait, quoi. Donc, Mm. Alors, du coup, ma deuxième question qui était arrivée, c'était, alors, s'il y a des entrepreneurs, parce que du coup, c'est ta cible, enfin, c'est les personnes que tu aimes accompagner, en tout cas, qui nous écoutent, ou des futurs entrepreneurs, hein, c'est en quoi le portrait, du coup, et le portrait professionnel, hein, l'image professionnelle est important. ah ah. Déjà parce que c'est une manière de se présenter au monde. Voilà, donc déjà, le portrait, c'est dans notre communication, hein, si on nous rencontre pas en vrai, quoique même en vrai, l'image, avoir fait un travail sur son image est quand même extrêmement important parce qu'au moins on comprend les tenants et les aboutissants de sa présentation à l'autre et au monde. Et on comprend aussi notre manière de communiquer ou nos failles dans notre communication, hein, parce que notre communication non verbale, nos postures non verbales expriment énormément de choses, en fait. Des fois, au-delà du visage, le visage va exprimer quelque chose, mais le corps va exprimer l'inverse. Donc ça peut être intéressant de savoir aussi ce qui se passe. Mais le portrait en lui-même, pour moi, le portrait, c'est vraiment la manière de se présenter au monde, en fait. C'est-à-dire, voilà, c'est se montrer à l'autre, surtout dans les métiers de l'accompagnement et du bien-être, enfin, je veux dire, où la relation de confiance, le lien à l'autre quand même est, je dirais, essentiel. Voilà, c'est ça qui va créer, on va dire, l'alliance thérapeutique avec quelqu'un et ce genre de choses. Donc oui, alors c'est bien d'avoir un portrait qui soit qualitatif. Bon, ça, c'est la photographe qui parle, mais à un moment donné, techniquement, déjà esthétiquement. Mais au-delà de ça, il faut surtout que ce portrait soit vraiment représentatif de qui on est.
Parce que moi, ce que je vois, et c'est souvent sur ça que je travaille, c'est sur le décalage entre nous, ce qu'on voit de nous-mêmes, ce qu'on ressent, ce que les autres perçoivent de nous, en fait. Et du coup, souvent, le portrait, il n'est pas du tout ressemblant. Alors, les traits du visage, ça, si, on va reconnaître la personne, Oui. en parlant que du coup, ça va pas du tout être ressemblant avec la personnalité de la personne. C'est pour ça que le portrait pro, pour moi, est très important et de bien choisir la personne avec qui on veut travailler, avec qui on veut faire ce portrait pro, pour qu'elle puisse véritablement extraire l'essence de qui on est, de notre énergie, et que quand quelqu'un nous choisit parce qu'il a vu une jolie photo de nous, bah, quand il nous rencontre en vrai, ils se disent oh bah il n'y a pas de décalage, c'était exactement parce que qu'on le veuille ou non, les gens, même s'ils ne pensent pas être conscients de tout ça, s'il y a plein d'infos qui circulent et qui passent dans leur manière d'observer. Et moi, le nombre de personnes qui m'ont dit ah mais oui, ah bah ça va, vous êtes pareil dans la vraie vie que les réseaux ou ce genre de choses. Parce qu'effectivement, il y a des gens, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment une méga nuance. Et moi, j'ai été choquée parfois de voir, en bien comme en pas bien, hein. Il y a des personnes, je vois qu'elles se mettent pas du tout en valeur. Et donc, quand je les vois en vrai, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, on pourrait tellement mieux se présenter au monde, c'est tellement plus important. Et d'autres, par contre, je vois, je me dis, ah, c'est un peu fake. C'est un peu de l'illusion quand même. Il y a beaucoup de bling bling. Mais en fait, en vrai, la personne, elle n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'elle peut le montrer, on va dire, sur les réseaux. Donc, c'est vraiment avoir voilà, une justesse dans la manière dont on se présente à l'autre. Parce que aussi, autre importance, c'est que du coup, on va attirer des clients, des futurs clients ou clientes qui nous ressemblent, qui ont compris qui on était, qui justement viennent nous frapper à notre porte pour justement ce qu'ils ont cru percevoir, on va dire, de nous à travers l'image. Et s'il s'avère que c'est réellement ce qu'ils ont perçu, bah, du coup, voilà, le thérapeute ou l'accompagnant ou même juste l'entrepreneur lambda, hein, tout court, hein, dans n'importe quelle spécialité, sera du coup heureux de travailler avec quelqu'un qui sait pourquoi il vient aussi, en fait. Souvent, au début, quand on commence, justement, ça ne s'est pas aligné non plus. On veut travailler avec tout le monde, il faut gagner de l'argent, et machin. Et on dit oui alors qu'on voudrait dire non. Enfin, voilà, hein, on a tous fait, hein, à subir des clients qu'on n'avait pas envie d'avoir. Bah, là, du coup, plus on est raccord avec notre image, avec notre manière de nous présenter au monde, que du coup, on est moins consensuel, je dirais aussi, qu'on affirme un peu plus notre personnalité, le fond de notre pensée, qui on est aussi dans notre communication ou ce genre de choses, eh ben, plus on va attirer des personnes qui sont attirées par qui on est, qui souvent nous ressemblent, ça c'est voilà, c'est une réalité, et qui du coup avec qui ça va être un réel plaisir de travailler en fait. Donc C'est magnétique. c'est magnifique. Du coup, c'est là où l'importance de la photo, de la photographe, c'est que toi, je te disais, j'ai l'impression que tu photographies du coup l'âme. Tu arrives à vraiment photographier la personne dans son entièreté, avec même l'énergie. En fait, tu photographies l'énergie. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, c'est magnétique et ça se ressent quand on voit la photo. Et donc, oui, forcément, les clients qui nous ressemblent vont venir à nous. Et c'est vraiment leur sensibilité propre, et ils n'en ont même pas conscience en fait. Ça se fait, voilà, c'est juste une reconnaissance comme ça qui se crée, énergétique, et même des gens qui comprennent pas forcément quelque chose, ils vont quand même sentir des choses parce que c'est de l'ordre de l'inconscient, hein, en fait. Hein, donc, Oui, du coup, oui, oui. voilà, et donc c'est pour ça que Subtil. voilà, c'est très subtil. C'est pour ça que moi, quand je travaille en portrait, c'est vrai que je vais pas être comme certains photographes pros qui vont travailler vraiment, qui vont retravailler la personne pour la magnifier, la sublimer, qui vont un peu la photoshopper ou ce genre de choses. Moi, c'est pas ma manière de bosser. C'est des choix, hein, professionnels, et à chacun voilà, de faire ses choix. C'est vrai que mes portraits vont peut-être être moins flamboyants, entre guillemets, peut-être techniquement. Mais par contre, je pense qu'ils permettent une vraie connexion avec subtilement, on va dire, une vraie connexion par leur simplicité justement avec la personne, on va dire, qui est portraitisée en fait. Voilà, moi ce que je veux, c'est qu'on voit vraiment la personne et qu'on la voit vraiment en profondeur. Voilà. Et du coup, c'est pareil quand on prend un rendez-vous. Il peut y avoir d'ailleurs une peur aussi, déjà le choix de la tenue.
comment je me maquille, est-ce que je me maquille, comment je me coiffe, quelle tenue choisir. Et c'est vrai que ça, tu rassures tout de suite et on doit s'habiller, se maquiller comme on est tous les jours. C'est pas voilà, se mettre. Enfin, après, si on a envie de mettre sa tenue, sa plus belle tenue, on peut, c'est libre à nous. Faire, hein. Mais Mais disons, c'est de rester soi-même, voilà. au quotidien, on reçoit notre c'est de dire comment je suis en fait. Comment même moi naturellement j'ai l'habitude d'être, comment je suis bien en fait, comment je suis bien. Alors effectivement, des fois j'ai des clients, ils sont bien en tenue simple et puis ils ont envie de, à un moment donné, se voir dans une tenue plus flamboyante parce qu'ils ont envie de voir l'effet que ça fait. Mais ça c'est ok, on peut faire les deux, il n'y a pas de problème en fait, voilà. Mais en tout cas pour du portrait professionnel, voilà, et donc des images qu'on va utiliser dans notre communication, le mieux c'est d'être quand même très raccord avec les Ça couleurs permet de et avec comment on a l'habitude d'être coiffé, comment on a l'habitude d'être maquillé ou pas maquillé, et voilà. Parce que sinon, ça se verra. Ça aussi, ça se verra si on n'est pas à l'aise parce qu'on a mis un truc qui était trop moulant, on a mis des chaussures que d'habitude on marche pas avec, donc on sait pas. Et donc forcément, ça se voit au niveau du corps. Donc du coup, faire simple. En fait, il faut faire simple, hein. Oui, voilà, c'est faire simple. Après, il y a autre chose aussi. C'est vrai que déjà, tu commences par un entretien, vraiment pour comprendre du coup la personne, pour aller voir vraiment qui elle est. Et après, t'amuser avec l'objectif. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est de se voir à travers du coup ton regard. Tu partages beaucoup en fait pendant les séances. Tu donnes tes impressions, tu nous expliques ce que tu vois. Et c'est vrai que ça aussi, ça aide à prendre conscience de l'image qu'on véhicule. Et, euh, et du coup, une fois la séance qui commence, c'est vrai que tu nous mets un peu dans cette idée de l'enfant, en fait. Tu nous fais jouer. Et, euh, et du coup, ma réflexion en préparant ce rendez-vous, c'était l'image. En fait, l'enfant, quand on est enfant, on aime bien se faire prendre en photo, on est à l'aise. Et quand on regarde la photo, enfin, je le vois avec mes enfants, quand je leur montre une photo que je vais prendre d'eux, ils vont se regarder, ils vont sourire, ils vont regarder. Mais ça s'arrête là. Alors que nous, on a tendance, voilà, quand on a une photo de nous, ah, mais ouais, mais là, j'ai ça, supprime cette photo, on la refait. Et, euh, et ça, c'est aussi important, je pense, de revenir à une image, c'est une image. Enfin, voilà, c'est pas grave si là, je sais pas, ton sourire est un peu tordu. Et c'est ça que tu apprends aussi à faire, c'est d'aller voir même une image, même si on n'aime pas notre sourire, d'aller apprendre à l'aimer en fait Et à de travers les images. à ce moment-là, parce que ce sourire existe, il est vu par d'autres, il est vu par les gens dans notre quotidien et qui souvent nous connaissent mieux que nous, en fait, qui nous regardent. Eux, ils nous regardent Plus. plus. Nous, on se regarde jamais. Et les seules fois où on se regarde, c'est dans un miroir ou avec notre téléphone, si on fait des selfies. Et c'est rigolo que tu me parles de ça, parce que justement, ce matin, je lisais un bouquin de philosophie sur les émotions, en fait. Et moi, ce que j'aime dans cette idée, c'est, voilà, en philosophie, tout commence par l'émerveillement. Voilà, c'est de porter un regard nouveau, en fait, sur les choses, questionner, interroger. Et moi, c'est exactement ma pratique en photographie thérapeutique. C'est-à-dire, ce que je veux amener mon client à vraiment se regarder avec émerveillement, avec questionnement, se redécouvrir. C'est se dire, ah ouais, je fais ça, moi, comme ça. Ah oui, je peux avoir cette mimique. Et pas se dire, ah, mais je l'aime pas. Parce que ça, c'est un jugement. C'est un jugement immédiat. C'est de se dire, mais pourquoi je fais cette tête à ce moment-là, et presque plus en rire ou même de comprendre pourquoi ce visage-là est apparu, parce que des fois c'est lié à ce dont on parle en fait, et parfois c'est lié à des choses qu'on a retrouvées, des émotions qu'on a partagées durant la séance, et du coup quand on se souvient parfois de ce qui se passe, on comprend du coup le visage qu'on a pu avoir à ce moment-là, et c'est voilà, de revenir à cet état d'émerveillement, mais comme l'enfant est émerveillé d'une manière générale par tout et n'importe quoi en fait quand il est. Et c'est exactement la même chose, c'est de se dire, ah là je peux avoir cette tête là, ah là je peux être comme ça, ah là j'ai réagi comme ça. Et en fait c'est pas grave, en fait, effectivement il n'y a pas de gravité, on a plein de mimiques qui nous traversent chaque jour dans notre quotidien et qu'on ne voit absolument pas, on va pas les se corriger.
puisqu'on ne le sait pas. Et l'autre qui est en face de nous, bah, ça ne le choque pas. C'est normal, parce que on vit, on est vivant. Le visage, c'est le siège de l'expression de soi. Donc, il ne faut pas que ce soit figé, il ne faut pas que ce soit contrôlé, parce que les émotions aussi, et ça c'est de l'anthropologie, hein, le visage, les émotions qui traversent du coup notre visage, qui est le siège de la communication, donnent des informations à l'autre qui est en face de nous. Donc si on en vient à se contrôler pour tout, bah du coup on donne plus aucune info à la personne qui est en face de nous et il peut plus y avoir de communication possible en fait. Et c'est pour ça que j'adore les visages qui ont vraiment ou sur lesquels on lit tout en fait. Voilà, il y a des personnes, on lit tout sur leur visage, on sait ce qu'ils pensent C'est à vrai. quoi. Et ça, c'est juste un cadeau immense en fait, parce qu'au moins on sait ce qu'ils pensent. C'est vrai. Voilà, alors dans certaines situations, je comprends que parfois il faille peut-être la buzz. Pour eux, c'est peut-être moins simple. Mais voilà, c'est ultra important. Et c'est vrai que l'enfant, du coup, l'enfant, lui rigole, Mm. s'amuse de lui-même. C'est un jeu, jouer avec l'objectif. Et c'est vraiment ouais, ce que tu invites à faire, s'amuser avec Malheureusement, l'objectif. bah oui, c'est ça en fait, c'est s'amuser. Et quand on retrouve cet état de jeu et de spontanéité, du coup, qui va avec, en général, bah, c'est là où on est les plus beaux en fait. Mm. Voilà, on est les plus vivants. Je dirais, voilà, c'est là où on est les plus vivants en fait. Et c'est vrai que moi, je trouve que les mouvements de vie d'un humain en image, bah, c'est ce qui le rend beau. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma vision. Hein. Après, d'autres peuvent avoir une autre vision des choses, hein, mais en tout cas, moi, c'est ma vision, en tout cas, du portrait, on va dire, photographique et de voilà, comment je l'exerce. Et c'est ce qui me fait vibrer, moi, quand je vois des images, en fait. Parce que du coup, je suis touchée. Je suis touchée par voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que toutes les photos de magazines qui sont hyper retouchées, qui sont formatées, ben, en fait, on ne voit pas la personne. Mm. Et d'ailleurs, tu dois être moins touché aussi en fonction des photos que tu vois, tu dois ressentir ou non les choses. Exactement. Ça, c'est sûr que quand je fais mon tri, ma sélection, voilà, il y a des photos, je me dis non, celle-là n'a aucun intérêt. Pas que la personne est belle ou pas. C'est même pas des critères de jugement esthétique ou de valeur, c'est juste non, elle n'exprime rien. Ça n'exprime rien, en fait. Donc ça n'a pas d'intérêt. Si une photo n'exprime rien, pour moi, elle n'a pas d'intérêt. Moi, la photo, c'est comme si elle devait un peu parler, tu vois. Oui, d'ailleurs, tu fais parler les photos, les images. Tu es très fort pour raconter des histoires à travers une image. Ah, exactement, oui. Ça va être d'ailleurs le sujet d'un projet atelier d'écriture avec les personnes qui ont, du coup, déjà travaillé avec moi en photographie thérapeutique, c'est d'apprendre à écrire des histoires à travers nos images, en fait. Voilà. Donc en fait, ouais, c'est une autre clé de l'amour de soi, c'est aussi se redécouvrir. Donc après, c'est à travers des images, en tout cas ton accompagnement, ça peut être à travers plein d'outils différents, hein. À travers le corps, pour certains, le mouvement du corps aussi donne des informations sur soi et c'est ça, c'est de se redécouvrir pour, euh, pour apprendre à s'aimer. Plus grand qu'on ne le pense, voilà, ou des fois on ne veut pas faire vivre certaines parts de nous et qui sont pourtant essentielles à notre, je dirais, épanouissement, notre Mm. fait de grandir en fait. Voilà, donc. Et ça, tu le vois aussi. Ah oui, ça je le vois. Tu l'as vu chez moi d'ailleurs. Les gens peuvent aller, je le vois immédiatement. Alors je sais où Mm. ne peuvent pas aller aussi. Hein. Il y a des gens, Oui. parce qu'on a des limites aussi, hein. On n'est pas des surhumains. Mais oui, je vois où les gens peuvent aller. Mm. Et Eux, c'est de ne pas brusquer les étapes, c'est que toi tu le vois, tu peux le faire comprendre, le dire, mais il y a un cheminement derrière. Et c'est aussi ça dans ton accompagnement, c'est qu'il y a tout un cheminement où après il y a un travail aussi avec ces images pour, euh, pour aller voir voilà, toutes ces petites choses qui ressortent. Et d'ailleurs, c'est drôle aussi, le choix que tu fais n'est pas forcément le choix qu'on aurait fait dans la sélection des images. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, il y a ce que nous, on voit, il y a ce que l'autre aussi perçoit, qui est très intéressant. ah ben oui, oui, parce que bah, souvent, nous, on va choisir quelque chose de contrôlé.
Mmh. de voir de nous. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas ce genre d'image dans la sélection d'images, mais en tout cas, dans les tirages papier que je fais, les 10 tirages que je sélectionne, on va dire, voilà, en plus de la galerie de photos qui est à disposition voilà, de mes modèles, mais il y a aussi ces 10 tirages papier. Oui, ça, c'est mon choix personnel et j'y tiens, en fait. J'y tiens parce que c'est différentes facettes en général de la personne et ce que je veux, c'est qu'elle, ben justement, comme tu le disais, il y a un temps de digestion d'une séance de photothérapie et ce temps peut être long. Voilà, ça peut prendre j'ai des personnes, ils ont mis 2 ans pour comprendre une image. Donc, mais parce que psychiquement, il y avait besoin d'avancer sur le chemin, que la photo montrait quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie de voir, qu'on n'était pas prêt à voir à ce moment-là, et que du coup, il faut ce temps, on va dire, voilà, de digestion, de transmutation, de tout ce qu'on veut des, des images. Et on peut passer à une nouvelle séance Voilà. pour aller vers le palier numéro 2. Et oui, mais je le vois, le palier numéro 2 en plus en image. Mmh. Il y a une séance, en tout cas pour les pros, les professionnels qui ont besoin d'images, de les renouveler tous les 2-3 ans. Parce qu'on D'accord. évolue énormément et on bouge énormément et on se transforme énormément. Oui, comme tu disais, voilà, enfin, c'est magnétique, donc forcément, si on reste avec des photos, des vieilles photos, entre guillemets, on reste avec l'énergie qu'on avait à ce moment-là et faut faire évoluer son image. Super. Alors, je fais un petit point. Bon, j'avais mis la question comment la photothérapie peut révéler la beauté unique de chaque individu et renforcer l'amour et l'estime de soi. Je crois qu'on a On a... bien répondu. Et du coup, on arrive au bout. Ah, On a fait le tour. Après, si tu as des choses à rajouter, c'est avec grand plaisir. Mais on a bien vu voilà, comment révéler l'amour de soi à travers, que ce soit à travers le fait de se redécouvrir, d'aller apprendre encore à se connaître, à se comprendre. Il y a aussi le point très important sur lequel on a discuté, qui était la mise en action. Et ça, je crois que c'est la clé la plus importante, c'est d'y aller. Si tu as peur, vas-y. oui, ça. Et puis le courage, c'est ça, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Voilà, donc oui, en tout cas dans l'entrepreneuriat, en tout cas, oui. La mise en action est quand même extrêmement, extrêmement importante. Voilà. Alors des fois, il nous faut un peu plus de temps pour pouvoir se mettre en mouvement pour certaines choses. Voilà. Mais oui. Voilà, être entrepreneur, c'est être dans l'action quand même. Ça, il faut pas l'oublier et on peut pas se couper en deux. On peut pas se dire, mais moi non, je suis pas chef d'entreprise, je suis, je sais pas, accompagnante, machin. Non, 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 non. Si tu es à ton compte, donc forcément tu dois avoir acquérir un minimum la posture de l'entrepreneur et donc toujours te remettre en question, créer de nouvelles choses, être au fait de ce qui se passe dans ton domaine, d'être dans le mouvement, de te montrer, d'être voilà, ça c'est un peu aujourd'hui en tout cas, voilà, c'est pas comme à une époque où l'entrepreneuriat pouvait être un peu plus Ça a évolué aussi, c'est sûr. plan parce que il y avait une fidélisation de la clientèle, ça se faisait pas, là il y avait moins de monde sur le marché, donc c'était pas pareil, la concurrence était moins rude, des genres de choses, mais aujourd'hui voilà, les gens sont moins fidèles, sont plus volatiles, donc il faut vraiment avoir justement déployé sa singularité. C'est ça, oui. Pour la concurrence, en tout cas, c'est. Et souvent, c'est ce qui est nous, qui n'est pas duplicable, qui n'est pas imitable. C'est nous vraiment qui on est, nous, en fait. Voilà, même dans ce qu'on n'aime pas. C'est souvent, je dis, c'est dans les défauts. Si j'ai, tu vois, un dernier message à passer, c'est souvent dans ce qu'on considère être un défaut, qui est notre marque de fabrique. Voilà, donc allons regarder nos défauts. Voilà, ça. Pour trouver. Oui, mais c'est ça, c'est pour trouver notre singularité, c'est d'aller regarder
toutes ces parties qu'on n'aime pas, ces parts d'ombre aussi que dont tu as pu parler au tout début. Oui, Explorons ça. c'est ça. Donc Explorons. du coup, voilà, si vous voulez révéler l'amour de vous, vous pouvez du coup contacter Aurore pour prendre une séance avec elle. Donc j'avais mis son site internet, je le remettrai dans les commentaires. Et je propose également, je vais mettre en place cet après-midi un cercle de parole, mais créatif, sur du coup le thème de l'amour de soi, comment m'aimer encore plus. Donc c'est un moment de partage, d'échange, un moment de connexion entre femmes où justement on peut aller voir les blocages, les ressources qu'on peut utiliser pour mettre plus d'amour propre dans notre vie. Donc je vais partager ça dans la journée. Restez connectés. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Aurore, d'avoir répondu présente pour ce rendez-vous c'est des rendez-vous qui me tiennent à cœur, donc que j'ai envie de renouveler encore et encore. Ben, merci à toi, Céline, pour ta proposition. Ouais. Et merci à moi, parce que je m'aime. Donc, je vais arrêter le partage tout de suite. On vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.